Bonjour et bienvenue à cette quatrième séance du comité plénier public de l'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes le 27 mai 2024 en direct de la salle du Parvis. Je suis Joanie Belrose, la présidente, accompagnée de mes collègues élus, mesdames Danielle Bertol, Hélène Dauphinet, et en ligne avec nous, madame Laure Letaf-Lavoie. Je suis également accompagnée du directeur de l'arrondissement, M. André Blais, du coordonnateur Paul Chapdelaine, qui viendra nous présenter 4 requêtes en circulation. Et puis, pour les autres dossiers, nous aurons également avec nous tout à l'heure M. Landry de la division des parcs et des espaces verts, ainsi que M. Casaro, S. Petit et Mme Bourgeois du service de l'entretien et des infrastructures qui se joindront à nous. Alors, la séance est ouverte. Nous débutons avec adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Il n'y a pas d'ajout ni de retrait. Non. Ensuite, lecture et adoption du procès verbal numéro 3 du 25 mars 2024. Est-ce qu'il est conforme à nos échanges? Oui. C'est là. Pardon. Alors, directement, nous poursuivons avec le point 5.1.1, priorisation des requêtes en circulation de l'arrondissement de Fleurimont. Et je cède la parole à M. Chapdelaine. Merci, Madame la Présidente. Alors, comme vous l'avez dit, je présente 4 requêtes en circulation. Je peux commencer par la première, qui est celle qui a eu le plus haut score là, dans la pondération. Donc, c'est celle de Saint-François-Jubilé, qui a un score de 31 sur 46. Et ça concerne, la demande, c'est l'ajout d'une traverse piétonnière pour des gens qui utilisent la halte Robert Roy pour se stationner et pour aller marcher. C'est des gens qui sont avec la maladie de Parkinson. Et donc, les déplacements sont moins vite. Alors, on demande de sécuriser là, la traverse. Sécuriser la traverse. C'est-à-dire d'implanter une traverse. Ça, oui, il n'y en a pas actuellement. Oui. Alors, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Bon. En ce qui concerne la deuxième c'est à l'angle de la rue des Moissonneurs et Vice-Roi, qui a un score de 24 sur 46. Alors, si vous vous replacez dans le secteur, il y a un très grand terre-plein au centre de la rue. Et pour des raisons qu'on ignore, il y a des gens qui ne voient pas ce terre-plein-là et qui passent directement dessus. Le requérant m'a envoyé des photos où on voit les traces là, de gens qui ont vraiment passé par-dessus la bordure et qui ont passé dans le terre-plein. Donc, on demande une signalisation adéquate pour indiquer aux gens que ce n'est pas la voie de circulation, que c'est un terre-plein. Oui. Mais qu'il y en ait pas, parce qu'un terre-plein, comme moi, je suis sur King, ils l'ont mis. Oui, c'est un grand terre-plein là, en forme de losange, je dirais, là, qui fait que probablement, surtout l'hiver, c'est même en été, oui, exact. Donc, on demande qu'une signalisation adéquate soit installée. À mon avis, ça ne devrait même pas suivre le processus normal de requête. Ça devrait être une urgence. C'est ce que je pensais à moi aussi, puis je me demandais pourquoi 5 signatures. Et les gens de Service Infrastructure m'ont dit la plupart des requêtes, on demande des signatures. Donc, puis on veut que les élus soient au courant de ça, soient avisés de ça. Bien, OK, on voit que ça ne score pas fort, ça ne score pas haut, non. Mais je mettrais une pression, c'est une question de sécurité, là. C'est un danger, là. Oui. Alors, pour pas qu'elle se retrouve dans le milieu de la pile, ou bien, moi, je pense que ça devrait être instantané, là. Oui, moi aussi, j'ai été avertie à plusieurs reprises de cette problématique-là. Puis là, je comprends que c'est la première fois qu'on en entend parler. Oui. C'est la première fois que les citoyens font une requête. Puis moi, ce que je comprenais, c'est que quand c'est des notions d'affichage, tu sais, ça va de toi, là, qu'on soit bien affiché pour que les gens ils circulent bien. Fait que les gens, ils ne pensaient pas qu'il y avait à déposer une requête pour ce genre de. Non, mais en construisant le développement, si tu en mets, là, je comprends pas, là. Oui, il y a un manque. Comment on pourrait c'est pas plus important que la traverse pour les gens de Parkinson. C'est pas ça que je dis, mais il faut que ça soit fait, pas dans un an, là. Parce que pour ça, on va peut-être s'assurer d'avoir de
explications que ça, mais par rapport aux problèmes récurrents ou occasionnels, il faut suivre une certaine procédure, mais on va quand même vérifier, parce que ce n'est pas habituel, ce genre de requête-là qu'on a là, à vous adresser non plus. Là. Ça aurait dû être là tout de suite. Là. Oui, On en c'est prend noté. bonne note. C'est noté. Donc, pour la troisième, il s'agit de la rue des Cyprès. Vous avez déjà eu une telle requête, c'est-à-dire pour la rue des Cyprès. Donc, si vous avez lu, vous voyez que on installe des balises de 40 km/h. Mais là, les gens disent que ils veulent avoir le retour des bollards. Oui, je suis d'accord. Parce qu'il y a de la vitesse. Donc, c'est une requête concernant la vitesse excessive. Mais pourquoi on avait enlevé les bollards? Ben, on les a remplacés par Vise 40. C'est mieux les bollards sur chaque côté. Oui. L'électricité, un bollard dans le milieu qui dit. Oui. Alors, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Oui. Donc, go. Les bollards, tu dis? Avant, il y avait 2 bollards sur les côtés pour plus une au centre. la chaussée. Il n'y en avait pas une au centre. Non. Je ne suis pas certaine. Donc, ce qui faisait que quand tu montais des Cyprès, tu n'avais pas le choix de passer entre les 2 bollards. Oui, sur des rocheuses, il y en a une au centre. C'est ça, habituellement, il y en a. C'est le même principe. Oui. Puis là, eux, ils ont décidé de mettre une affiche au milieu. Oui. Qui dit ralentir à 40. Et là, c'est parce que l'effet de rétrécissement de chaussée n'est plus là. C'est l'enfer. Fait que, ben oui, c'est pas une piste dans chaque part. On va en faire sur alors avant. Donc, oui, go, moi, je suis 100% pour ça, puis vaut mieux tard que jamais. Oui. Toi aussi. C'est noté. Merci. Et pour la quatrième, il s'agit de la rue La Fontaine. Alors, ce n'est pas la première requête que l'on reçoit concernant la rue La Fontaine. Les gens trouvent que ça circule rapidement et ils voudraient avoir des mesures pour ralentir la circulation, dos down, n'importe quelle mesure de mitigation qui ralentirait la circulation. Et par le passé, le service des infrastructures n'est pas allé de l'avant dans ce qu'on demandait. Selon leurs études, c'était quand même sécuritaire, là, entre guillemets. Mais ça revient souvent sur la rue La Fontaine. Donc, Je vais juste donner la parole à Mme Lepage-Savoie qui a levé la main, puis après. oui. Merci. Oui, bien justement, je regardais la grille, là. Comme vous dites, M. Chapdelaine, là, la rue La Fontaine, moi, j'en entends parler depuis le début du mandat. Il y a eu, on l'a vu en arrondissement plusieurs fois, soit dans la priorisation ou dans les recommandations des services. Donc là, moi, la question, la problématique a-t-elle peu d'impact, impact modéré, impact important sur le milieu de vie? Juste par le fait qu'on est rendu peut-être à la troisième requête, je pense qu'on peut dire que c'est un impact qui est important là, au niveau des cotes. Puis aussi pour la date d'entrée de la requête, dans le fond, c'est parce que là, vous comptez juste cette requête-là, vous ne comptez pas le fait que, c'est ça, il y a eu plusieurs autres requêtes pour cette rue-là. Non, bien, les autres requêtes ont été traitées, c'est-à-dire que le SIU a donné une réponse là, suite à l'analyse et à l'étude. Donc, ben, c'est ça, ma question, c'est de dire, là, les citoyens continuent de faire des requêtes parce qu'ils trouvent que c'est pas sécuritaire et que ça va vite sur cette rue-là. Les gens l'utilisent des fois comme rue de transit. Est-ce que, ben, pour couper là, sur la King, est-ce que là, cette requête-là, là, on la rentre dans notre tableau, mais là, les services ont déjà fait des recommandations. Est-ce que le fait d'en avoir eu plusieurs, ils vont peut-être vouloir aller un petit peu plus loin ou bien là, toute cette démarche-là est faite, puis finalement, ça va revenir au même que toutes les autres? Ben, je ne peux pas répondre à leur place. Ce que je peux dire, c'est qu'il va y avoir encore de la sensibilisation qui va être faite pour essayer de modifier le comportement des automobilistes. Oui, ça peut avoir une influence, le nombre de requêtes qu'il y a à un endroit, dans ce cas-ci, la rue La Fontaine. Ce que je peux dire aussi, c'est que c'est la même personne là, qui fait les requêtes. L'an passé, elle en a fait plusieurs. Et là, elle revient, mais elle revient avec une quinzaine de signatures.
tous de la rue, toutes les signatures sont sur la rue Lafontaine. Donc, ça a certainement plus de poids encore, oui. OK, ben c'est juste, ça serait intéressant de, tu sais, quand il y a des requêtes comme ça qui reviennent constamment, que ça soit pris en compte, puis de dire, ben peut-être que là, il faudrait aller un petit peu plus loin là, dans les mesures qu'on. Parce que la dernière fois, je pense, la recommandation, c'était de dire, bon, c'est ça va être la campagne de sensibilisation avec le bolard au milieu. Bon, ça a été fait. Là, il y a une autre requête, donc ça veut dire que ça n'a pas nécessairement répondu aux besoins là, de réduire la vitesse. Donc, est-ce que là, on peut arriver avec quelque chose de plus, tu sais, puis parce que là, sinon, pour les citoyens, si c'est tout le temps de faire dire la même réponse, c'est un peu décourageant aussi pour eux là, de faire toute cette démarche-là. Oui, c'est Un noté. complément, M. Blais? Oui, bien, pour répondre aussi à Mme la Tarte-Lavoie, c'est qu'on ne peut pas évidemment présumer de la réponse des services, mais il reste que le dossier est relancé avec une nouvelle requête. Donc, on va essayer de voir s'il y a des possibilités par rapport à cette rue-là de faire d'obtenir d'autres recommandations de la part du service concerné. Fait que c'est ça l'objectif. Puis pour la pondération, par rapport à la proximité, on pourrait peut-être le moduler à 9 là, pour celle-là, évidemment, parce que c'est une requête là, qui semble, en tout cas, c'est une problématique qui semble revenir, être récurrente là, par rapport à ça. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas pour les autres non plus, pour les autres rues, là, pour d'autres particularités, mais on voit que celle-là, peut-être qu'on pourrait ajouter là, faire évoluer la pondération en lien avec l'enjeu de proximité. Merci. Donc, ça serait à 3,3 qu'on majorerait à 9. Oui. Parfait. Mme Detier? C'est ça que je demandais parce que je me rappelais l'avoir déjà vu passer. Fait que je demandais quand ça a remonté la dernière fois. Donc, on dit à août 2023. Oui. Donc, ça fait même pas un an encore. Fait qu'on peut dire à nos citoyens, rentrer des nouvelles demandes, puis parce que c'est sûr que là, ça fait augmenter le pointage aussi, le fait que est-ce que c'est la première fois ou non. C'est toujours la meilleure façon que les gens déposent des requêtes. Oui. 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 Quand on voit dans le tableau des requêtes en circulation, là, Duplessis-Lemire, 25 août 2023, analyse en rédaction. J'ai rentré le 6 octobre 2021. Oui. Là, il y a une particularité par rapport à certains dossiers, comme le chemin. Quelque chose, c'est long, je peux croire que c'est long des fois, là, mais là, c'est bien long. Est-ce que c'est parce qu'on a l'intention d'avoir le flux de circulation? Ben, moi, je ne suis pas au courant du détail. Ce que je vous mets dans le tableau, c'est ce que je note dans les requêtes quand je vais faire la vérification. Généralement, je vais noter la dernière note qu'il y a à la requête. Mais là, il faut dire que ça, c'est collectrice artère. Oui. Et il y a comme regardez, là, ceux qui ne sont pas réglés dans le tableau, la plupart, c'est collectrice et artère. À mon avis, il y a quelque chose qui va sortir bientôt. On a une rencontre dans une semaine concernant la modification de la politique de traitement des requêtes. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça peut débloquer. C'est celles qui ne sont pas encore réglées. Parce qu'il y en a deux qui sont en bleu, là. Oui. Les requêtes de 2021, de 2022. Oui, exact. On est en 2024. Oui. J'aimerais si c'était possible qu'on vérifie, même si c'est collectrice, là, mais qu'on sache au moins où est-ce qu'il est rendu le dossier, à quelle étape, puis pourquoi que ça traîne. Parce que ça traîne. Puis que vous nous donniez des. Puis si je m'adresse à vous, mon cher M. de Chapdelaine, c'est pas vous le responsable, vous êtes le porteur de ces mauvaises nouvelles. Mais qu'on ait un suivi à savoir pourquoi c'est comme ça. Oui, vous devriez avoir le tout. Et je parle pour ma consoeur Belle-Rose, qui est le district. Oui. Ça la concerne. Exact. Merci. Avez-vous un complément? Excusez, je ne voulais pas couper personne par rapport à ça, mais M. Chapdelaine l'a dit, vu que c'est une collectrice, et c'est sûr qu'on va obtenir des suivis prochainement. Je ne vais pas répéter ce qui a été mentionné, mais nous autres aussi, on veut que ces dossiers-là puissent évoluer et revenir le plus tôt possible. Excellent.
Merci beaucoup, M. Chapdelaine. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense qu'on peut poursuivre, même si on a de l'avance avec M. Landry, comme il est là. Oui, il est arrivé. Alors, pour le prochain point, contrat performance concernant la gestion des parcs, bilan de la saison 2023-2024 des patinoires extérieures et des surfaces glacées et recommandations pour la prochaine année. Alors, nous avons... je peux vous laisser quelques minutes pour vous installer, sans problème, Oui, tu l'as. Dernier. pour le partage de cette Juste pour être sûr de la version qu'on Ouais. va avoir. Bon, excellent. C'est affiché. Super. Quand vous êtes prêt, M. Landry, fermez votre son. En bas aussi. Son et micro. Désolé. Pas de problème. Pendant que vous êtes encore là, M. Chapdelaine, comme Molten Hill, Dans le tableau des... elle n'est même pas là. Montenil, non, ben, c'est surprenant. Très surprenant. À moins que, oui, parce que je me souviens, mais elle n'est pas là. Même qu'on a un numéro de référence. Ouais. Ben, je peux vous dire que ça va bouger cette année. Les Là. collectrices aussi. On Collectrices. veut aussi. S'il vous plaît, Oui. portez attention, Oui. s'il vous plaît. Ici. Donc, c'est à l'affiche. C'est Parfait. affiché, Marc. Ben, bonjour. À Landry. l'affiche. L'affiche. À l'affiche. Parfait. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Martin Landry, chef de division Parc et Espace Vert. Je viens vous jaser, discuter avec vous un peu de patinoire. C'est bon, on peut commencer ça, mon cher. Vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais Vous pouvez parler un peu plus fort, ou sinon on peut approcher un micro un petit peu plus. Ouais. Bonne journée. Merci. Merci, Paul. C'est mieux comme ça? Oui, non? Oui. Oui, parfait. Fait que bilan des patinoires 2023-2024. Comme je vous disais, vous avez des questions, je gênez-vous pas. Je suis en train de répondre le mieux, le meilleur de ma connaissance. Sinon, je reviendrai à M. Blais là, pour le suivi des questions ou répondre à vos questions. Ça va? Bon. Bon. Présentation, c'est un peu sur la même forme que l'année passée. Offre de services, statistiques d'achalandage, les statistiques des préservations des écoles, conditions météo de l'hiver, état de la situation, constat et opportunités, problématiques vécues en 2023-2024, estimé de la consommation d'eau, excusez-moi, je l'ai retiré, je l'ai juste sur papier, mais j'avais retiré, l'acétate a été retiré. Amélioration 2023-2024, puis questions et commentaires. 71 surfaces glacées réparties dans 21 parcs. Les patinoires à bande, vous avez les statistiques pour patinoires à bande sous notre responsabilité des parcs qui sont de 31, 4 comités citoyens, ronde glace ou étant 25, même quantité pour comité de citoyens à 4, et bien entendu des sentiers et anneaux, un petit peu plus spécifique, puis la patinoire là, bleu, blanc, rouge dans l'arrondissement des Nations. Les comités citoyens et citoyennes des parcs, c'est Chauveau, Marie-Victorin, Saint-Charles-Garnier, Marie-Médiatrice. Statistiques d'achalandage.
c'est la même méthode de statistique. On a tenté une nouvelle expérience cette année avec les cellulaires pour être capable de calculer. Il y a une compagnie qui se spécialise là-dedans. Ça s'est pas révélé très, très bon. On veut retenter l'expérience l'année prochaine. On serait capable, semble-t-il, d'avoir une certaine statistique selon avec nos cellulaires. C'est bavard et ça donne de l'information. Par contre, il faut cartographier la ville. On l'a fait, mais on s'est aperçu que les chiffres, comparativement aux statistiques qu'on a manuelles des employés, ne concordaient pas. Ça fait qu'on n'a pas tenu compte cette année. Encore là, ce que je vous avais dit l'année passée, faire attention aussi, les statistiques employés, on demande aux employés de compter 3-4 fois par jour. Par contre, il y a des parcs, vous le savez, il y a des parcs qu'on n'a pas du monde à toute la journée. Fait qu'ils font une rotation. On peut arriver qu'il y a une journée qu'il y a bien du monde, on peut arriver une journée qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Fait que la statistique est à prendre un petit peu avec une pincée de sel, là, si je peux m'exprimer. Location de patins BBB, une petite statistique que je voulais vous mettre, les gens de l'équipe des sports, il y a eu une nette augmentation là, vraiment cette année sur la location des patins là-bas. Fait que, on voit que la patinoire BBB, patinoire réfrigérée, là, elle est, c'est ça. Monsieur Landry, oui. Les patins viennent d'où? Bonne question. C'est l'équipe des sports. Oui, c'est l'équipe des sports qui fait, oui, effectivement. S'occupe de patins, d'avoir la quantité de patins suffisante, puis l'aiguisage aussi qui est donné avec une firme. Ils vont porter patins, partent avec une batch. Okay. C'est tout ce sont des patins neufs la première fois, puis qui sont. Tout à fait. C'est gratuit la location de patins? Je ne sais pas. C'est correct. Oui. On va toutes les réponses. Oui, c'est SSCVC. SSCVC. Un peu de son champ, c'est ouais. pas lui qui gère ça, c'est vraiment les sports de SSCVC. Mais je vous dirais qu'il n'y a pas de coût pour louer des patins. OK. C'est gratuit pour avoir une accessibilité parce que c'est fait pour les gens qui n'ont pas de patins. Mais pour ce qui est là, du reste, là, où d'où proviennent les patins, moi non plus, là, je ne suis pas en mesure de dire. On voit que ça équivaut à peu près à 23 à 47 locations de patins par jour à la patinoire est en fonction. Réservation des écoles, encore là, vous avez chacune des écoles. Je vous ai laissé les 3 dernières années là, pour avoir un comparatif. Même chose, on voit une augmentation aussi, Élie Dufresne, c'est sûr, là, en partant là, on a eu une bonne augmentation. Paul Marin, il y a une baisse. Par contre, à Beaulieu, une forte augmentation. Fait que vous allez avoir chacune des statistiques là, importantes. Puis ça, c'est des locations, c'est la donnée exacte. Par contre, juste une chose, c'est qu'il n'y a pas d'ajustement qui est fait. Si jamais la patinoire est fermée, la plage avait été réservée, c'est une statistique. C'est Ludic, c'est avec Ludic. J'ai la statistique, moi, comme quoi elle a été réservée. Est-ce qu'elle a eu lieu? Est-ce que la réservation, est-ce que les gens sont allés? Ça, je ne peux pas le dire parce qu'on ne fait pas la corrélation entre ce qui était ouvert et ce qui était fermé. Bon, M. Landry, la problématique que l'on rencontre versus les réservations d'écoles pour les patinoires, c'est que bien souvent, le professeur d'éducation physique ou la professeure d'éducation physique en plein hiver, quand il y a l'hiver, décide que l'on va aller patiner après-midi, demain. On annonce une belle semaine et que la réservation à Ludic n'est pas faite. Puis je trouve qu'il y a un manque d'accessibilité directe avec les écoles qui ont des patinoires très à proximité. Donc, je vous parle de Desranleau. On a eu à traiter avec la nouvelle directrice. On veut essayer de trouver un mode de fréquentation parce que là, on nous dit. Parce qu'on avait parlé dans le passé de peut-être qu'on pourrait retirer Desranleau, chose que je ne veux pas qu'on fasse. Mais eux, ils disent, on irait patiner, mais il faut réserver. Puis des fois, c'est du spontané. Alors, il faudrait voir, je sais qu'André Blais a travaillé, directeur de l'arrondissement, beaucoup
afin de faire une accessibilité pour qu'ils puissent aussi avoir accès au chalet quand il n'y a pas de surveillance. Tu sais, c'est comme un petit peu complexe. Il faudrait penser dans cet esprit-là, améliorer ça parce que je suis persuadée que les écoles où il y a des patinoires à proximité, ils seraient beaucoup plus utilisés, ça faciliterait l'accessibilité aux écoles par un moyen X, Y, Z que j'aimerais que vous réfléchissiez. Parfait. Et peut-être trouver un moyen de l'appliquer. J'apprécierais beaucoup. Moi, en ce sens-là, j'étais vraiment surprise de voir Jardin Fleury, qui est à côté de l'école des Jardins, en fait, puis qui n'a aucune réservation cette année, alors que je sais qu'ils ont des patins et qu'ils initient beaucoup les jeunes. Il faut faire attention. L'école utilise certainement, sauf qu'eux autres Ils ne réservent pas puis passent directement. Effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que tu peux leur suggérer de réserver, de dire, moi, je sais que l'année passée, c'était très faible à Saint-François, puis pourtant, l'école n'est pas loin, puis je les avais contactés, puis c'est ça qu'ils m'avaient dit, ben, on descend quand on peut y aller, ben, peut-être vous êtes mieux de faire des réservations, puis comme Daniel, peut-être dire aux gens, fais-en, puis si la température n'est pas baisse, c'est pas grave, c'est autre chose. De toute façon, même si la patinoire est réservée, si elle est ouverte, tu ne peux même pas parce que dans l'utilisateur. Pour pas que ça vienne biaiser un peu les statistiques. C'est ça. Oui, je vais leur dire. Oui, monsieur. Oui, je pense que ça, c'est une bonne pratique à leur demander aux écoles de réserver les plateaux pour la saison d'avance pour s'assurer que les équipes vont donner une meilleure qualité de glace possible. Puis, que les glaces vont être déneigées. Donc, c'est ça aussi, les réservations. Ça sert à préparer les surfaces pour qu'ils soient le plus sécuritaires possible. Évidemment, c'est un plateau quand même qui est accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Ce n'est pas à l'intérieur d'une salle fermée. Donc, on ne peut pas empêcher les gens d'y aller à d'autres temps. Puis, on ne peut pas empêcher aussi les écoles d'y aller quand même sans réservation. Mais vraiment, là, c'est ça la plus-value de réserver, c'est qu'on s'assure que le plateau soit prêt. Exact. OK. Merci, madame. Et je reviens aussi sur Desranleau, on va en parler un petit peu plus loin, le fait qu'elle soit sur un terrain de baseball. C'est vraiment plus dur. Entretien, je comprends. Ah, tout à fait. Fait que ça a une influence là, directement, c'est sûr, sur les jeunes, le nombre de personnes là, qui l'utilisent, mais ne veut pas. D'accord. Je vois que madame. Madame Le Tarde-Lavoie? Oui, ben c'est ça, je voulais juste être sûre, là, donc les carrés gris qu'il n'y a pas de chiffre, donc c'est qu'il n'y a pas eu de réservation via Ludique. Mais je trouvais ça intéressant, les interventions qui ont été faites là, par mes collègues par rapport aux écoles. Là. Donc, comme moi aussi, le Cœur Immaculé, je voyais qu'il n'y avait rien, puis c'est sur le terrain d'une école. Est-ce que vous avez contacté les écoles pour qu'eux vous donnent peut-être leurs statistiques de combien de fois ils l'ont réservé pour que vous ayez des chiffres un petit peu plus réalistes là, sur le nombre d'utilisations? Parce que c'est sûr qu'ils doivent être allés sans passer par Ludique. Là. Je vais répondre, si vous permettez, parce que M. Landry, lui, il s'occupe vraiment de l'entretien des patinoires. Donc, pour ce qui est de l'utilisation puis des réservations, on n'a pas fait la corrélation là, avec ce que Mme Le Tarde-Lavoie, en fonction de ce que vous demandez. Fait qu'on n'a pas ces données-là. Mais les écoles pourraient vous le fournir. Ils pourraient vous dire, ouais, on est allé tant de fois. C'est sûr que ce qu'on demande, c'est qu'ils puissent réserver, évidemment, pour qu'on puisse être en mesure de bien préparer le Est-ce que vous pouvez leur faire un rappel pour l'hiver prochain, comme ce que vous venez de dire, là, pour que les réservations permettent de préparer la glace, de s'assurer qu'il est bien entretenu. Est-ce que vous pouvez faire un rappel aux écoles de passer par la plateforme? Oui, ça se fait aussi, mais on va le noter quand même en fonction de ce que vous le demandez. Mais oui, on fait des rappels très souvent. En début de saison surtout, là, pour s'assurer d'une bonne coordination là, avant l'hiver. OK. On peut poursuivre. Parfait. Fait que, suite au tableau des statistiques, les sites les plus populaires, bien entendu, Saint-Alphonse, Gilles Charland, Domaine Howard, BBB, base de plein air André Nadeau. Les 5 sites les moins populaires sur les 3 dernières années,
attention, c'est une moyenne aussi qu'on a faite. BBB va certainement remonter dans la statistique là, au courant de l'année prochaine. Puis les moins populaires, ben, du côté Parc de Ruisseau, Valère-Patoine, André Vigée, Cœur Immaculé, Parc de la Saint-François, l'Anneau de glace aussi. Comme je vous dis, c'est une statistique aussi on n'a pas sur ces patinoires-là, souvent, on n'a pas de la présence toute l'heure régulière. Fait que aussi, ça a peut-être un petit enjeu sur la statistique, bien entendu. Mais j'étais contente de voir que ça avait remonté à Saint-François parce que je la surveillais cette saison-ci, puis j'ai vu plus de gens y aller. Donc, je n'étais pas surprise de voir ce résultat-là. Okay. Et il y a des patinoires, on sait, c'est les premières qui tombent souvent, c'est celles-là. Fait que c'est sûr aussi, ça nuit à la fréquentation si il y a une patinoire qui reste 4 jours plus. C'est des statistiques par jour, hein? Donc, mon point ne s'applique pas. Okay. D'accord. Mais les gens développent peut-être moins d'habitude. Ils ont des hésitations certainement à aller à ces patinoires-là parce qu'elle va être ouverte, fait qu'ils ne prennent pas de chance, vont certaines patinoires qui savent qu'il y a du personnel plus souvent que la surface est plus facile d'entretien, puis souvent la qualité aussi peut être aussi. Saint-François, pour les gens qui appellent à patiner ou les gens plus. Tout à fait. C'est idéal. Conditions météo d'hiver, des petites statistiques intéressantes. Le 6 janvier, là, on a réussi à ouvrir le 9 patinoires 2 anneaux. Le 6 janvier, l'ouverture complète des patinoires a été faite aux alentours du 18 janvier cette année. C'est un gros 3 semaines, là. Je ne compare pas l'année passée, mais les années normales, c'est un gros 3 semaines de retard là, pour l'ouverture des patinoires. Le but visé pour l'ouverture des patinoires est toujours là, le congé des fêtes, bien entendu. Là, on veut là, que le vendredi, que les jeunes partent à l'école, que les patinoires puissent être accessibles, là, mais ça fait 2 ans là, que c'est impossible. Et l'autre chose, cette année, ça a été le 23 février, la date de fermeture des patinoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, durant la semaine de relâche, c'était des 10-12 qu'on avait, soleil. Puis j'ai poussé encore à votre droite là, la petite statistique des nombres de journées au-dessus de 0 au cours des 2 dernières saisons. Là. Ça fait que vous voyez qu'en décembre, là, on a eu 20. L'année passée, on en avait eu 9. Cette année, on a eu 20 jours au-dessus de 0, ce qui explique pourquoi on n'a pas sorti comme ça. Puis en janvier, 14 jours au-dessus de 0. Février, on est au 15 jours au-dessus de 0. La situation budgétaire, le budget des surfaces naturelles, c'est 944 650 $. On a fait un prorata avec chacun des sites. C'est le budget d'opération. Ça comprend le montage, le démontage des patinoires. Le réel en 2023-2024 là, a été ça nous a coûté 875 840 pour, je vous dirais, là, une moyenne d'à peu près 20 jours ouvrables pour 43 792 par jour. Bien entendu, à 20 jours, c'est une moyenne. Il y a des patinoires qui ont été moins que ça. J'ai d'autres patinoires qui l'ont été un petit peu plus. Fait que on a sauvé à peu près. Les 10 dernières années, quand on se parce que là, c'est 20 jours. On voit que juste si on se compare à l'année précédente, on vient de perdre 5 jours en moyenne. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui, si on regarde dans le passé, ça suit? On descend effectivement. On en perd à chaque, oui, tout à fait, chaque année? Tout à fait. À peu près 5 jours. Oui, je ne peux pas vous dire avant. Il faudrait que je leur vérifie comme il faut. Je pourrais la donner à André, mais il y avait beaucoup plus de journées de patinoire avant comparativement Depuis 2 ans, c'est incroyable comment ça descend. Okay. En tant qu'utilisateur aussi. Là. Oui. Ouais. Madame Bertha, ça va?
Donc, c'est ça, je voulais juste être sûre. Donc, dans toute la saison de l'hiver, il y a eu seulement 20 jours que les glaces étaient ouvertes. C'est une moyenne. C'est une moyenne. J'ai des journées, je me doutais que vous alliez me demander la question. Là. Si j'y vais avec les patinoires à bande là, qui touchent à peu près votre secteur, là, Cambron là, a été ouvert 20 jours. Parc Bureau, qui a été qui a été une des plus ouvertes souvent, ça a été 24 jours d'ouverture cette année. Charland, 24 jours. Maillé, 25 jours. Puis, combien de fois vous avez eu à redémarrer les glaces? Ça a été officiel. Cette année, là, on a fait à peu près 3 offensives pour redémarrer. Encore une fois, 3 offensives à peu près pour redémarrer les glaces. Mais ça a été, je vous dirais, madame, ça a été un combat, là. Ça a été un combat pendant toute la période hivernale cette année. Là. Ah, c'est sûr, oui. C'est moins pire que l'année d'avant, ça, le 3 offensives, parce que c'est pas 6-7 l'autre. Il me semble que c'était 4 ou 6 de mémoire, là. Mais je pense que cette année a été pire encore sur certaines patinoires là, il y en a qu'on n'a même pas, ça valait même pas la peine de lancer les opérations parce que le sol ne gelait pas. Le sol ne gelait pas. Fait on avait oublié certaines. Mais vous avez vu aussi dans l'autre tableau, je reviens là, à partir du 14 février, il y a plusieurs patinoires qui ont été fermés. Fait que le 23 février, c'est l'ensemble des patinoires, mais déjà le 14 février, il y en a que leur saison était déjà terminée. Oui. Saint-François-de-Bonheur aussi, les avez-vous, ces 2 patinoires-là, la durée de jour durant lesquelles elles ont été accessibles? De Bonheur, j'en ai l'anneau 22-23 jours. C'était. Puis, vous me parlez de Saint-François. Saint-François. 24. Oui. Ouais. Bien entendu, c'est une statistique aussi qui est prise à partir de la carte interactive. Fait que le matin, elle peut être fermée. On ouvre dans l'après-midi ou à la fin de journée lorsque la température rafraîchit un peu. Fait que, il peut y avoir un jeu aussi sur la statistique, bien entendu. Et constat et opportunité du côté de Fleurimont. J'ai tenté d'être un petit peu plus clair que l'année passée sur les couleurs. Parc de Bonheur, on est à un remplacement d'ici 1 à 3 ans. C'est réévalué à chacune des années. On dirait que des fois, regarde, on est capable de l'étirer un petit peu. Fait qu'on essaye, bien entendu, de L'argent vient de où quand on change les bandes de patinoire? Patinoire fixe. Tu commences à mettre des petites graines de côté. Exact. Fait que cédule 6 pour les patinoires fixes et du côté des patinoires amovibles, c'est de notre côté. Fait qu'on voit que du côté des patinoires amovibles, là, on est en parfait contrôle. Là, tout est en bonne condition pour les patinoires amovibles. Moi, j'en ai changé 2 cette année, là, Couturier puis c'est Maillé, là. C'est Jardin Fleuri. Jardin Fleuri. Fait que son œuvre de cette année quand même pour la saison. C'est bien. Couturier, là, ça m'a étonné de le voir. Dans le sens, ça fait super longtemps que la surface est vraiment maganée. Là. Oui. Pourquoi, là, tout d'un coup, elle est en fin de vie? Ben, elle était en fin de vie. Ça fait longtemps qu'elle l'est. Oui, tout à fait. Puis, combien déjà que ça coûte environ, là? Bazar côté, mon ami. Si on va avec une patinoire avec une surface dure en asphalte, des bandes en polyéthylène, en plastique, là, c'est 325 000. Ouais, Juste les bandes. Juste en bois ou en plastique? Normalement, on y va des bandes en fixe. Non fixe. En fixe? Non fixe. Non fixe? Ouais. De Bonheur, ils sont non Tambour. Ils sont fixes. Fait qu'en principe, ça, c'est quelque chose qu'on ne recommande pas.
OK. On le recommande plus parce que la durée de vie passe longue. Le fait que les bandes restent en place tout le temps. Là. C'est vachement en place. Puis, ben là, si on passe maintenant d'une bande temporaire. Temporaire, le montant, là, à peu près, je vous dirais, avec l'inflation des dernières années, là, entre 12 et 15 000, à peu près. Ouais. OK. Ça, c'est de bonheur, ce serait mieux que ce soit non fixe. Oui, c'est Qu'il ne ça. soit pas là à l'année, qu'il soit arrivé après l'hiver. Parfait. Bien entendu, le fait d'avoir des bandes permanentes, une patinoire solide, ben, une surface dure, en asphalte, effectivement. Là, on vient d'utiliser la surface basketball, pickleball à longueur, ben, je vous dirais, 9 mois et demi pour l'année, puis 2 mois quasiment pour les patinoires. Ouais. Oui, mais j'ajouterais qu'il faut quand même qu'il y ait un besoin, là, que ce soit justifié aussi, ces investissements-là aussi. Là. Donc, ils ont déjà, Pickleball ont déjà des plateaux intéressants, que ce soit juste durant l'été ou il y en a aussi des plateaux qui sont offerts à l'année pour le Pickleball. Donc, il faut vérifier aussi en fonction de la demande aussi. C'est ça, puis l'arrondissement, les gens, les parcs peuvent conseiller, voir si au moment du remplacement, c'est mieux fixe ou temporaire. C'est une discussion, effectivement, qu'on a avec le... C'est pour couturier, parce que ça dit enjeu de sécurité à remplacer l'année prochaine. Enfin, dans la prochaine saison hivernale. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas 325 000 Ben là, c'est pour les bandes de patinoire. On ne parle pas de la surface. Là. Je sais, tu parles de beaucoup de surface. Ben, parce que c'est écrit surface au saisie. Oui, c'est de la surface. Mais c'est vrai, on touche les deux pour couturier dans ce tableau-là. Mais c'est que, évidemment, il y a peut-être des éléments sur de la sécurité. On va peut-être ne pas donner l'accessibilité. Pendant la période estivale, tu ne peux pas jouer pendant la période estivale dessus. C'est ça qui arrive. Ça va être fermé si on n'a pas les budgets. Ben, pour la période estivale, effectivement. C'est trop dangereux. Là. Il y a des fissures dans le... Ouais, ben moi, ça fait longtemps que j'ai des fissures, puis les gens, ils font du skateboard, pour le blade. Ouais. Oui, madame Si, parce qu'évidemment, avec les beaux terrains de pickleball au parc Jules-Charland, quand je m'y arrête pour prendre quelques photos, faire un post Facebook, on me dit, par un grand soleil plombant et ardent, on me dit, et c'est juste une piste que j'aimerais que vous exploriez, mais si j'avais par la cédule 6 est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir, pas un toit amovible comme le stade olympique, là, mais une espèce de protection pour les gens qui jouent, je ne sais pas, soit des toiles suspendues, je ne sais pas, avez-vous déjà vu ça quelque part dans le monde, sans que ce soit un toit fixe, malgré que si on avait un toit fixe, la patinoire servirait plus longtemps l'hiver aussi. Avez-vous déjà imaginé les cours, voir, faites des recherches? J'ai jamais vu une toile ou quelque chose amovible. Okay. J'ai vu il y a beaucoup de fils qui s'en vont maintenant avec des toits fixes, mais je n'ai jamais vu amovible. Okay. Est-ce qu'à un moment donné, dans une période de temps, ça pourrait être évalué, à savoir combien ça pourrait coûter un toit fixe au-dessus d'une patinoire extérieure? Tout à fait. Par connaissance comme ça, peut-être que si un jour on a à se positionner sur, bon, on a trop de patinoires, est-ce qu'on se met une patinoire réfrigérée par arrondissement, puis on enlève des autres, est-ce qu'on met des... Mais déjà, avec des toits, ça serait un bon... Ben, au moins, le travail serait fait, mais je ne demande pas ça pour demain, ce n'est pas un mandat que je vous donne, c'est une suggestion que je vous fais. OK. Ben, moi, ce que je vous invite à faire, c'est qu'effectivement, faites cheminer la demande lorsque vous sentirez le besoin de ça. Je pense qu'on va être prêt à regarder ça, effectivement, là, toutes les avenues qu'on a. Effectivement. Ça n'a pas de sens d'avoir autant de surface glacée qu'on ne puisse pas s'en servir et qu'on est aux aléas de la température. Ouais. C'est se questionner sur le type d'investissement qu'on va faire. Est-ce qu'un toit sur une patinoire est suffisant? Est-ce que c'est juste la patinoire réfrigérée sans toit? Parce qu'il y en a de toutes les panoplies. Il y a des villes qui se lancent dans la patinoire réfrigérée avec, sans toit. Okay. Exact. Merci, M. Landry. Madame Duplessis?
Oui, on a des données sur le coût des patinoires naturelles. Là. On dit un budget de 945 000 par année. Oui. La bleu, blanc, rouge, elle coûte combien à opérer? Bleu, blanc, Point rouge, ça coûte 100 000. 100 000? 100 000. Oh, tout compris, électricité. Non, c'est là que je m'en allais. 100 000 main-d'œuvre, petit investissement là, qu'on a à faire là, pour. Oui, exact. Que je n'ai pas les coûts d'électricité, je n'ai pas les coûts pour la Zamboni. De mémoire non plus, je n'étais pas là lorsqu'il avait fait l'investissement du bâtiment parce que ça prend une place pour la Zamboni. Fait que ça, je ne l'avais pas. Mais lorsque viendra le temps de calculer, c'est toutes les choses qu'il faut prendre en compte, bien entendu, pour si jamais. Parce que finalement, elle est ouverte souvent une semaine, 2 semaines de plus que les autres patinoires. Ah, ben là, elle a été ouverte. Cette année, un petit peu plus. Ah, elle a été. Ben, c'est pas mal. Elle a été ouverte dès le début novembre. OK. Première semaine de novembre, fin de la première semaine de novembre. Et on l'a fermée cette année un petit peu plus tôt à cause de la chaleur. On ne voulait pas endommager la machinerie qui réfrigère, le système qui réfrigère. Fait qu'on l'a fermé là, juste avant la semaine de relâche. Okay. Mais normalement, elle est ouverte passé la semaine de relâche, même peut-être 1-2 semaines après la semaine de relâche. C'est l'année passée, je pense que ça avait été 3 semaines de plus. Exact. À fermer plus vite, mais actuellement. C'est pour ça que je me disais, des fois, on dit qu'il nous coûte cher nos autres petites patinoires. Mais le 3 semaines de plus, c'était à la fin l'année passée. Il ne faut pas oublier que dès début novembre, qu'on est ouvert aussi. Là. Ouais. Fait que c'était. Je suis rendu dans les problèmes vécus. Problème vécu, ben, c'est un peu la même chose que l'année passée. Là, le montage des patinoires sur les terrains de baseball détériore la surface. C'est dur sur le terrain, c'est dur sur les employés qui ont à monter sur ces surfaces gazonnées-là. Il y a vraiment une différence entre quelqu'un qui fait la patinoire sur un terrain sportif versus que sur une surface dure. La main-d'œuvre aussi, bien entendu, avec les employés col bleu là, en période hivernale, tout ce qui est le taux d'absentéisme, on ne s'en cache pas, il y a un taux d'absentéisme lors de la période hivernale. Je vous ai mis une petite statistique là, c'est 8 à 10 absences là, par semaine. Puis là, ça, je vous le confirme, j'ai fait, je voulais m'assurer, je voulais l'avoir, cette statistique-là, savoir combien que j'avais d'absences par semaine. Fait que sur 60 employés, là, c'est 8 à 10 absences par semaine qu'on a 65 membres du personnel. Suite à ces on est obligé, lorsque vient le temps d'ouvrir certaines journées que c'est plus problématique, ben là, c'est là qu'on réduit le nombre de patinoires, puis on va bien miser. Ouais. Est-ce qu'il y a des réservations? Disons un exemple. À Desrands-l'Eau, j'ai une réservation là, ben là, on va s'assurer au moins qu'on va répondre à nos réservations. Fait que, une des raisons de plus pour demander aux écoles d'aller à utilité ludique puis de réserver, là, ça nous aide à avoir le plan de match de la journée, l'utilisation de la journée. Quand il n'y a pas de comité citoyen, là, il n'y a aucune possibilité pour un citoyen de s'impliquer dans sa patinoire. Non. Moi, c'est une demande que j'ai déjà eue de citoyens, là, de dire moi, je vais tout le temps, est-ce qu'il y a plus moyen que je puisse aider avec l'entretien? Puis, non. Ça prend vraiment un comité non. implanté. Par contre, il y a dans d'autres arrondissements qu'il y a des citoyens qui ont levé le bras puis ont dit tant qu'à fermer la patinoire, on aimerait ça pouvoir s'occuper avec un comité de citoyens. Il y a eu des pourparlers, des citoyens qu'on a offert cette année à des citoyens de venir voir comment ça fonctionnait. Okay. Puis ils ont été mis en contact avec l'équipe du SSCBC qui, eux autres, font la négociation puis les ententes avec un groupe citoyen. OK, c'est ma question après ça, de savoir avec qui. C'est bon. Fait un petit peu la même chose, le démarrage des patinoires sur le gazon était difficile. Les patinoires à surface dure, là, beaucoup plus facile sur l'entretien. Beaucoup plus facile à entretenir tout au long de la saison. Fait que,
On peut mettre aussi, un petit commentaire que j'ai mis, on utilise souvent des bâches ou des toiles blanches aussi là, pour nous aider, parce que c'est pas long quand Sur le les soleil. Ouais. Non, sur les surfaces dures en asphalte, parce que c'est pas long que le noir Le soleil attire, c'est ça. attire, puis déjà, fait que, on met des toiles blanches, là, puis ça nous aide là, l'entretien. Question de Mme Le-Savoie? Oui, c'est juste parce que c'est ça, là, je voyais que ça avait été plus facile avec les toiles, puis là, on parle du fait que peut-être qu'avec le temps, il va falloir penser à avoir des toits ou quelque chose pour que les patinoires durent plus longtemps. Est-ce que cette truc-là, là, des toiles au sol, c'est une des façons que vous pensez qui peut être moins cher et qui allonge la durée, ou bien c'est pas significatif, là? Ça l'aide un petit peu. C'est sûr que c'est pas ça qui va sauver les patinoires avec les températures qu'on a là, mais ça nous aide un petit peu, ça aide les employés sur le terrain. Fait que oui, il y a des places que c'est ciblé où ce qu'on en met. Puis la surface dure, là, entre l'asphalte ou ceux qui sont comme en béton, il y a une différence aussi par rapport à ça ou non? Oui, il y a une différence, bien entendu. Plus la surface est pâle, plus c'est facile aussi, puis plus la saison peut être prolongée de quelques jours. Je ne vous dirais pas qu'on va prolonger d'une semaine ou deux, mais effectivement, c'est un petit peu plus facile. Oui, c'est ça, effectivement. Mais est-ce que ça serait une solution de dire, ben, on va mettre, tu sais, je sais pas, parce que si mettre des toits, c'est comme astronomique, puis on n'a pas les. Est-ce que de changer les surfaces pour que ce soit des surfaces dures, ça serait quelque chose à faire en premier lieu, ou selon Oui, vous? ça peut être effectivement une des options qu'on a qui va être étudiée. Ça, OK. c'est sûr. Oui. Les surfaces dures, après ça, les toiles, après ça, les toits pour éviter que les précipitations Si on descendent. tombe dessus, effectivement. Oui, Puis bon, ben, réfléchir, là, Ouais, c'est un autre niveau de coût. exact. Puis là, il n'y avait pas de recommandation à la fin. Est-ce qu'il y a un moment donné où on va réfléchir là, à l'ensemble de nos patinoires et Ben, je pense qu'on attend, oui, Nathalie est là. pour l'enregistrement? Je comprends que vous êtes en train de travailler sur un dossier d'analyse. Je vais fermer ça. C'est comme ça, c'est correct. Oui. Ma voix est bonne. En fait, parce que l'enregistrement. oui. Ce qu'on est en train de regarder, c'est de préparer un dossier pour le présenter plus au conseil municipal, compte tenu que c'est un budget qui est comme plus central. Là. Fait que c'est ce qu'on est en train de voir quand on va le présenter, comment on va le présenter. Mais effectivement, il va falloir qu'on se penche sur cette problématique-là. Puis on est en train d'évaluer aussi dans les équipes à marque, là, ben, c'est ça, toit couvert, combien ça coûte, patinoire réfrigéré, ce bout-là. Fait qu'on va revenir avec quelque chose d'un peu plus grand. On sait que 2025, ça ne sera peut-être pas une bonne année, par exemple, pour être capable de fermer des patinoires et tout ça. Fait que c'est juste de voir à quel moment on va. C'est ça. Je sais pas. Fait que est-ce qu'on arrive là ou on arrive plus en 2026? Là, c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Ben, tu sais, je sais pas, en même temps, je me dis, tu sais, offrir plusieurs patinoires, mais qui sont pas en super bon état versus, tu sais, quelques-unes qui sont vraiment, tu sais, éventuellement, ça serait intéressant, là. Ben, toujours intéressant, sauf que c'est quand on arrive puis on fait des propositions, mais là, c'est, ben, c'est ce qu'on va vivre, c'est ben oui, sur le principe, puis on l'a déjà vécu aussi, oui, sur le principe, mais pas chez nous. Fait que, puis pas dans une année électorale non plus. Là, on l'a eu. Puis je regarde Mme Berthold parce que je me souviens en 2019, je pense que j'ai présenté un dossier, ben c'est ça. Fait que on va être un peu dans cette même situation-là. Fait que puis pour pas travailler, je vais le dire entre guillemets, mais pour pas travailler pour rien non plus. Fait que c'est juste de voir pour arriver au bon moment aussi. Fait que dans le prochain mandat, il y a. Oui, c'est ça. Oui, j'aimerais ça ajouter aussi, oui, je pense que c'est la bonne formule d'aller au conseil municipal parce que nos cédules 6 d'arrondissement, s'il y a des investissements à y avoir, on ne pourra pas suffire à la demande là, parce que juste ici, dans Fleurimont, il y a 400 000 par année. Donc, s'il y a des investissements importants, il faudrait pouvoir compter sur d'autres types de budgets là, municipaux là, pour arriver à nos fins s'il y a lieu d'arriver à des solutions plus durables là, avec soit des patinoires avec système de réfrigération ou avec des toits. Merci beaucoup, M. Landry. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Peut-être moi un dernier commentaire pour la réflexion pour le futur.
c'est sûr qu'il y a des secteurs où les jeunes ils ont peut-être moins l'opportunité, tu sais, que les parents les amènent à la patinoire. Ça va être quelque chose qu'il va falloir considérer aussi, bien qu'on souhaiterait que chaque jeune puisse aller à la patinoire de son quartier à pied sans le besoin que les parents soient derrière. Là, mais on sait qu'il y a des quartiers ici, les parents ne seront pas là pour aller venir les jeunes. Donc, peut-être avoir une sensibilité à cet égard-là. Tout à fait. En plus, c'est quelque chose qui a été affirmé beaucoup dans la politique du sport et du plein air, l'accessibilité. Autant c'est ça, là, que ça soit accessibilité, mais versus en réponse et en cohérence avec les changements climatiques et des saisons. Donc, oui. Super, ça clôt ce point. Merci beaucoup. Alors, pour le prochain point, je vous laisserai peut-être vous approcher tranquillement. C'est la performance concernant les travaux de voirie et de réfection routière du réseau local, bilan du déneigement et travaux estivaux à venir. Alors, 3 invités pour ce point. Messieurs Carlo Cassaro, Antoine Estetti et Madame Nathalie Bourgeois. Bienvenue. Alors, je vous laisse la parole. Pour la présentation. Est-ce que je la passe? Oui, si tu veux. Je l'ai, non, mais je peux le faire. Je suis pas capable. N'hésitez pas là, à parler fort parce qu'on a un petit micro qui capte le son, mais c'est pas parfait. Très bien. Voilà. Super. Ben, merci de nous accueillir. Donc, nous sommes au contrat de performance pour vous présenter un peu le bilan du dernier hiver que l'on vient de passer, ainsi que mon collègue Antoine Petit qui va vous parler de la planification des travaux pour cet été. Donc, au niveau de l'ordre du jour, c'est effectivement les 2 points dont je viens de vous parler. Et dans un premier temps, j'aimerais, en fait, c'est mon dernier contrat de performance avec vous, étant donné que j'occupe maintenant la fonction de chef de division à la salubrité. C'est mon collègue Antoine Petit qui va prendre la relève pour les prochains. Ouais. Et puis, je tenais à vous dire, Mme Berthold, que j'ai tenu mes promesses. Je vous avais dit lors de mon premier contrat de performance que de tant et aussi longtemps que je serais assis à cette chaise, il n'y aurait pas d'hiver rigoureux. Vous veniez de passer à travers un hiver très rigoureux à la suite. Donc, gros défi pour M. Petit. Effectivement. Je ne vous ferai pas cette promesse-là. Il y en a un qui est connecté avec Dame Nature. Là, il va falloir transmettre ses coordonnées. Oui, je vais essayer de lui donner des bons contacts. Merci, M. Président. Vous avez tenu vos promesses. Oui. En fait, pour l'hiver 2023-2024, si on a l'impression que ça a été un hiver moins rigoureux, vous avez tout à fait raison. En fait, nous étions sur l'effet El Niño, comparativement à les 2 dernières années où nous étions sur l'effet de El Niño. Donc, la différence entre les deux, c'est qu'El Niño fait des fluctuations de température très grandes en des courtes périodes, donc des grandes variations de température, alors qu'El Niño est beaucoup plus constant dans ses températures, des températures plus tempérées également. Quantité de neige, par contre, en principe, ou de précipitations plus grandes, sauf qu'on a été sous l'effet de El Niño n'a pas duré tout le temps durant tout l'hiver. Juste pour vous donner une indication, au mois de février, ça a été un mois de février très sec et très anémique, en ce sens qu'on a eu 13 cm de neige comparativement à 66 cm de neige habituellement. Donc, ce qui fait qu'on a quand même eu un hiver sous la moyenne au niveau des précipitations, 234 versus la moyenne de 278. Donc, quand même un hiver quand même bien, là, je veux dire, au niveau des quantités. Au niveau des dates, vous voyez par rapport à l'année dernière, c'est sensiblement la même chose. 16 novembre, la première tempête de neige, dernière le 11 avril. Et au niveau des jours de précipitation, on a eu de neige, on a eu 71 jours comparativement à 86 jours l'année dernière, donc moins de précipitations. Jour de pluie, par contre, on a eu un peu plus de pluie. Au niveau des quantités, ça n'a pas été tellement plus grand, mais on a eu plus de variations. Donc, un hiver, somme toute, assez
correct, là, si je peux dire, là, au niveau des variations de température et tout. Ouais, c'est correct, mais pas pour le ski. Non, c'est ça, effectivement. Au niveau des requêtes de déneigement, en fait, comme vous le voyez, la dernière colonne de 2020, qui illustre les requêtes de 2024, c'est 965 requêtes que nous avons reçues comparativement aux années dernières. Donc, on voit que c'est somme toute un peu en dessous de la moyenne. La moyenne est autour de 1200 requêtes. On peut passer à la prochaine. Mais il manque les derniers mois de 2024 où il va neiger. Des requêtes, en fait, c'est par saison. C'est vraiment la saison de novembre à avril que l'on prend les statistiques. Je prendrais peut-être la question de ma tante des requêtes ou, sur les phénomènes de El Niño. C'est moi, c'est ça? Oui. OK. Oui, c'était pour concernant le portrait de l'hiver. Effectivement, là, cette année, j'ai souvenir qu'il me semble c'est que c'était souvent accompagné de grands vents, de pluie. Fait qu'il y a eu beaucoup de la neige lourde qui faisait que c'était difficile pour la machinerie. Là. Il y a eu des bris et tout ça. Donc, il y a peut-être eu un hiver moins rigoureux, mais à toutes les fois que ça tombait, on dirait que c'était comme ça tombait, mais c'était difficile. Là. Après ça, pour le déneigement, à cause des conditions hautes comme la pluie. Donc, est-ce qu'au final, à cause de ça, le budget pour le déneigement est pas mal été semblable ou vu que c'est un hiver moins rigoureux, ça a été quand même pas mal, ça a coûté moins cher? Non, en fait, nous avons terminé avec si je peux dire, un surplus d'environ 40 millions. Je n'ai pas les derniers chiffres. Okay. Je suis en train d'effectuer le rapport 40 millions. 4 millions, excusez. J'aimerais ça. On avait des projets, on avait des idées. Oui, donc, au niveau du budget, on a quand même un écart positif. Donc, parce que justement, on a eu moins de neige, même si, comme vous avez mentionné, au niveau de l'hiver a commencé quand même de façon assez dure et avec beaucoup de neige et de la neige très lourde, mais par la suite, on s'est récupéré là, avec les températures qui étaient plus favorables. Ça répond à votre question? Oui. Parfait. Je peux juste rajouter un commentaire. Oui. Puis ça ne veut pas dire aussi novembre-décembre de cette année à comment on va finir, parce que l'année passée, là, on a fait quoi? C'est 3 enlèvements puis 2 partiels ou quelque chose comme ça. Là, fait qu'on l'auto-tue. Fait que oui, on a un surplus, mais c'est sous toute réserve des mois de novembre et décembre. Puisque 2023, c'est la même situation. En fait, il y avait un surplus avant le mois de novembre, puis on a presque tout grugé avec les... le dépenser Pas là, du tout. dans les patinoires. On peut le garder dans notre sacoche. On le garde, oui. Ouais. C'est bon. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on débute le prochain hiver quand même avec l'argent pour passer novembre et décembre. C'est ça. Ce qui n'est pas toujours effectivement. Au niveau des requêtes, lorsqu'on fait la répartition des requêtes par arrondissement, contrairement aux années passées, vous êtes passé de si je peux dire, de la deuxième place, de la troisième place à la deuxième place. Donc, il y a eu plus de requêtes cette année dans l'arrondissement de Fleurimont avec 343 requêtes sur les 965. Donc, comme d'habitude, l'arrondissement des Nations, c'est celui qui en a le plus parce qu'évidemment, il y a plus de population. Donc, 394 requêtes versus 179 pour Brompton Rock Forest et Lennoxville à 49. Et on peut voir à la prochaine illustration. De quoi? C'est moi qui ai fait les requêtes. C'est plus de requêtes, je pense, dans ton district. C'est pas moi, non, j'ai été un petit peu maganée cette année. Moi, c'est genre, tu sais, à 5h30, même si je suis à un niveau XYZ, c'était pas fait, t'as même pas vu une fois. Là. Il semble qu'il y a eu quelques dans ma rue, mais moi, c'est pas grave, on est 5, mais il y a des rues qui sont beaucoup plus. Oui. Qui n'ont pas passé une fois. Là. On va le voir un peu plus loin, en fait, au niveau de la répartition des requêtes. Donc, si on fait la répartition des requêtes par la population, juste pour voir où on se situe, bien, on voit qu'effectivement, au niveau de l'arrondissement Fleurimont, avec les 343 requêtes, ça représente 36 des requêtes que l'on a reçues à la ville. Mais par contre, au niveau de votre arrondissement, vous êtes à 27 de la population. Habituellement, ce qu'on a remarqué dans les années passées, c'est que ça suit à peu près la même tendance. Là, cette année, on voit qu'il y a un peu plus il y a eu un peu plus de requêtes au niveau de l'arrondissement de Fleurimont que par les années passées.
prochaine. Portrait des requêtes. Maintenant, quand on regarde les entrepreneurs, parce que vous savez qu'au niveau de Fleurimont, il y a un entrepreneur qui effectue les 3 secteurs, c'est énergie. Donc, ce sont, si on regarde plus spécifiquement énergie, c'est la colonne de droite, complètement à la droite. C'est 152 requêtes pour 193 kilomètres qui a été formulé. JABR, qui est à Rock-Forest, lui, c'est 167 km requêtes pour 69 km. Et au niveau de la ville, bien évidemment, 646 pour 866 km entretenus par la ville. Quand on regarde à la prochaine présentation, lorsqu'on veut comparer un peu, voir si ça tient la route là, au niveau du nombre, on voit que quand on fait la proportion par tranche de 100 km, on voit très bien qu'au niveau de GIA Énergie puis de la ville de Sherbrooke, ça se maintient quand même, c'est dans l'ordre, mais là où ce que ça se distingue vraiment, où ce qu'il y a eu plus grande problématique, c'est au niveau de l'entrepreneur JABR Forest. Donc, il y a un recadrement à faire à ce niveau-là, au niveau de l'entrepreneur. Donc, malgré le fait que oui, effectivement, au niveau de énergie, il y a eu des problématiques un peu plus grandes cette année. Il y a eu beaucoup de bris, il y a eu des lieux également avec beaucoup de nouveaux employés. Donc, ça peut expliquer quand même, mais on voit que quand on ramène le tout, malgré tout, parce qu'à la ville, on est quand même un peu plus constant, on voit qu'il est somme toute dans la norme là, au niveau des requêtes. Moi, ce que j'ai remarqué cette année, c'est qu'il y avait beaucoup de bris, mais tu sais, de bordures de rue, de trottoirs, de. Oui, effectivement. Plus que d'habitude. Oui, bien, ça s'explique, parce que justement, lors des premières précipitations, le sol n'était pas gelé. Donc, souvent, quand les entrepreneurs vont dans des périodes comme c'est pas gelé, que le sol n'est pas gelé, ils vont essayer de moins se coller sur la bordure, mais malgré tout, avec la neige qu'on a eue, la pesante, elle était très lourde, il fallait quand même qu'il pousse. Deuxièmement, il y a autant nous que l'entrepreneur énergie avait beaucoup de nouveaux employés. Donc, malgré le fait qu'il pouvait faire attention, ben, parfois, s'approchait trop ou ben, on n'avait pas forcément le réflexe de voir ce qui se passait avec l'aile de côté. Donc, on remarque, oui, on a constaté qu'il y avait beaucoup de bris. Après ça, est-ce que ça, c'est à la charge de la ville? Oui, non, pas à la ville de l'entrepreneur. Donc, ça fait partie des. Avant de libérer le dernier paiement, on s'assure que les réparations ont été faites. Là. Est-ce que ce serait important de dire que les citoyens n'ont qu'à appeler le 821-5858 pour faire réparer la bordure qui est en avant, en bordure de rue, avant de chez eux, chez elles? En principe, ça devrait être fait d'ici la mi-juin, mais effectivement, si les gens ont une inquiétude, pour être certain que le bris est dans notre liste, bien, ils peuvent effectivement formuler une requête au 5858. Il est supposé d'avoir des bordures de rue partout, hein? Pas dans les endroits semi-urbains, ce qu'on appelle les rues avec fossé. Là, il n'y a pas de bordure en tant que telle. Là. Mais sinon, dans les portions urbanisées, oui. Normalement, une maison, il y a une bordure devant le terrain. Tout dépendamment si c'est. Habituellement, oui, dans les concepts de construction avec des entrepreneurs, quand on ouvre des développements, il y a des nouvelles rues, il y a des bordures, que ce soit de béton ou d'asphalte. Maintenant, il faut voir là, de quelle rue vous parlez plus spécifiquement. Là. Pardon? J'en ai pas sur la mienne, je suis urbanisée. OK. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions autres, je pourrais passer la parole à Antoine pour le suivi. Donc, pour les travaux estivaux cette année avec nos équipes, au niveau des travaux de resurfaçage, pour ce qui est de votre arrondissement, pardon, il y a évidemment la rue Galvin qui était prévue l'année dernière, mais avec les travaux de la caserne, avec aussi le nouveau trottoir qui s'est ajouté tard en saison, on a décidé de reporter les travaux à cette année pour s'assurer que le travail soit bien fait. C'est ce qu'on va faire en fait. Les travaux sont prévus autour du mois de juillet s'il n'y a pas trop de retard. On est au même échéancier qu'on s'était avancé l'année dernière. Il y a aussi évidemment la rue Papineau que vous avez probablement déjà vue, qui est actuellement en travaux. On a commencé nos travaux de préparation. On a fait le planage aussi vendredi dernier. Donc, c'est les 2 rues qui vous touchent en termes de resurfaçage cette année. Aussi, comme depuis l'année passée, là, je vous ai mis à titre indicatif les rues qu'on a ciblées pour faire certains rapiessages mécanisés. Là, on parle d'une faible couche d'asphalte avec notre paveuse. Cette année, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu qu'on n'a pas d'apport BI dans nos budgets,
puis qu'il y a eu des choix qui ont été faits, je n'ai pas 2 paveuses dans mes équipes voiries, j'ai une seule paveuse, donc on a réduit ce qu'on va faire comme quantité de travaux pour l'ensemble de la ville. Mais quand même, on a essayé de répartir un peu les besoins dans les différents secteurs. Florimont est le secteur qui va en avoir le plus cette année pour plusieurs raisons, mais une des raisons est entre autres le fait qu'il y a l'échangeur d'arches à Roqueforest qui complique beaucoup les chemins de détour. Et donc, on essaie de se concentrer là où il y a peut-être moins de chemins de détour qui vont être sollicités. Mais somme toute, il y a beaucoup d'interventions qu'on fait chez vous. Ce n'est pas une liste qui est limitative. En fait, évidemment, si on a la capacité d'en faire plus que ça, on va en faire plus que ça. Et on vous en adressera le portrait cet automne quand on reviendra vous voir. Il y a aussi l'intersection 13e avenue, le coin 4 saisons, qui est très magané au niveau des ornières et de la détérioration générale, qu'on a ciblé comme une qu'on va refaire. On en a fait quelques-unes l'année dernière. On a fait notamment Belvédère à 2 endroits, soit Dunant et McMenamy, qui est le même type d'intervention. Donc, c'est ce qu'on va faire cette année à Florimont. C'est ça. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça. Absolument. C'était bien. Allez-y, Madame Laporte-Lavoie. Oui, donc ça, est-ce que ça inclut, parce que réfection de chaussée ou c'est d'autres choses? En fait, c'est des travaux qui sont faits en régie par les équipes de la ville. Donc, tout ce qui est donné à contrat en termes de resurfaçage par le SIEPM ne fait pas partie de cette liste-là. Exemple, la rue des Paysans. Parce que c'est ça, moi, j'avais dans ma cédule, j'avais comme, tu sais, quand on a adopté les budgets là, en 2024, j'avais la rue Emery-Lucier, j'avais Dagenet, tout ça, c'est d'autres choses, ça veut dire. Exactement. Je peux vous dire, je peux répondre en disant que le SIEPM va venir en comité plénier le 10 juin. Donc, pour la partie de l'autre service, là, par rapport aux travaux de réfection complète ou de reconstruction, ça va être adressé le 10 juin en comité plénier. OK, c'est bon, merci. En fait, si je peux apporter peut-être une précision qui aide à clarifier, là, normalement, je sais que l'équipe de Patrice passe avant nous, là, mais en fait, nous, quand les travaux sont donnés, on fait partie de la liste des entrepreneurs qui héritent de certains mandats dans la liste exhaustive du SIEPM. Nous, ces rues-là font partie de la to-do du SIEPM et on est l'entrepreneur qui est désigné au même titre que ça pourrait être Sintra ou Eurovia, par exemple. C'est pour ça que c'est eux qui détiennent le savoir, ils font l'auscultation, ils font l'étude et la planification triennale. Ensuite, nous, on est mandaté par eux pour faire certains travaux. Ils sont en lien direct, là, évidemment. Exact. Ben, en tout cas, je tiens à vous remercier pour Chalumeau, parce que allez-y pas avec une tasse de café parce que vous allez la perdre. Ce n'est qu'une partie, j'en suis consciente, c'est toute une partie. Oui, on en est conscient. Plusieurs rues qui sont dans la même situation, on essaie d'y aller au mieux qu'on peut, mais effectivement, cette rue-là est assez... Et quand vous dites une couche d'asphalte, grattez un peu. On gratte ce qui s'en va quasiment avec le balai. Là. On ne va vraiment pas plus profondément que ça. C'est vraiment littéralement l'équivalent d'une lichette pour sauver les meubles d'ici 2 à 3 ans, jusqu'à temps qu'éventuellement ça soit refait. Ça va faire un petit peu de job. Mais en fait, on est conscient que c'est peu, mais que ça vient ramener un certain niveau de sécurité. Le but n'est pas de ramener du confort, mais plutôt la sécurité pour les usagers. Ben, c'est que, tu sais, je prends cet exemple-là, le Chalumeau, il y a le transport d'avion qui passe là, les autobus scolaires. Ce qui n'aide pas. Écoute, ça n'aide pas, c'est sûr. Donc, à un moment donné, ça devient très, très, très pas sécuritaire. Exact. Puis débris, puis t'as beau aller faire un tour en remplissage de nids de poules, ça ne fait pas la job. Donc, en tout cas, c'est bienvenu parce que j'en parlais avec André la dernière fois que nous sommes allés à l'école de la Samar, puis on s'est dit pour faire de quoi. Alors là, je la vois apparaître aujourd'hui. Je fais pas mal. Un complément? Oui, ben, j'avais une question pour Antoine. Quand on parle de rapiessage mécanisé, pour juste préciser, mais est-ce qu'on se rend jusqu'aux bordures? Ça dépend des cas. OK, on peut peut-être... Généralement, on ne se rend pas. Par contre, évidemment, dans les cas où il y a un réseau cyclable, où il y a quelque chose qui nécessite une attention particulière d'un autre type d'usager partagé, on essaie d'y aller aussi, mais en même temps, il faut vraiment que ça soit détérioré. C'est vraiment pas par souci. Exact. Puis c'est pas par souci. Pas esthétique. Exactement. C'est là où je m'en allais. Des fois, c'est des travaux qui ont des looks un petit peu étranges parfois, mais on va vraiment au minimum pour sécuriser l'ensemble du réseau. Mais depuis
disons, au moins 2 ans, on va essayer de porter une attention particulière aux accotements et aux bandes cyclables, souvent en périphérie de ce genre d'intervention-là. Oui, parce que si je reviens, je m'excuse, mais si je reviens à la rue du Chalifour, les enfants vont à l'école en bicycle. Ouais. Il n'y a pas de piste cyclable. Sauf que alors qu'il y a le lien, c'est un corridor cyclable et un corridor scolaire pour le trottoir, fait qu'on a quand même cette attention. Oui, mais il n'y a pas de bolard. Non, exact. C'est ma prochaine demande. Alors, je vais la faire parce que c'est impensable que cette partie de Allard qui mène à l'école, la Samar, qu'il y ait une piste cyclable et qu'il n'y ait pas de bolard. Elle n'a pas été ajoutée dans Non, j'en ai plein sur Garvin, sauf la partie où on va. Ouais. Ils vont être installés par après, en fait, ils sont déjà pris. C'est ça sur Garvin, mais sur Allard, j'en ai pas. Et on dit toujours que l'on travaille les rues en opportunité pour faire soit des pistes cyclables ou tout au moins améliorer. Donc, Allard, de l'autre côté de Garvin, en allant vers Normand, quand on a fait la rue Allard, on l'a pavé du début à la fin, pas fait de corridor scolaire, de corridor cyclable, puis encore moins de bollards. Puis on a un corridor bleu. Quelque chose que je ne comprends pas, là. Si on travaille avec les opportunités, ça ne s'adresse pas à vous. Si on travaille avec les opportunités, on aurait dû le faire. Maintenant, c'est ma prochaine conquête. En fait, je ne sais pas si vous voulez adresser ça à l'équipe de Caroline, parce qu'en fait, c'est nous qui les installons, mais c'est pas nous, malheureusement, qui décidons de l'ajout ou le retrait, malheureusement. Oui, parce que quand tu vois des ajouts quand tu vois des nouvelles rues, ben, pas des nouvelles rues, mais des rues qui vont être améliorées pour X, Y, Z, comme je prends McCree, qu'on décide, ben, on va y aller, on va faire une piste cyclable, puis on va mettre des bollards. Parce qu'il y en a d'autres dans la ville, puis il faudrait peut-être s'y adapter aussi. Merci. On regarde ce point-là pour que je... Oui. Madame Gauthier? Oui, donc, tout à l'heure, dans les tableaux, là, on voit ornière. Là, je vois que vous n'en faites pas cette année. Sur Péril, en descendant, il y a une place qui a des ornières, puis ça circule quand même beaucoup. Est-ce que vous prévoyez passer? C'est sûr que non. C'est pas sûr que non, mais à date, c'est pas prévu qu'on passe actuellement. Il y en a plusieurs, là, des problématiques d'ornières. Comme je vous ai dit, on en fait à l'intersection de la 13e et 4 saisons. Mais il y en a d'autres, en fait, qui sont plus criantes et qui ont été repoussées par la cédule des travaux. Là, je pense, entre autres, à Jacques-Cartier au niveau de King et au niveau de Portland, qui sont très endommagées, qui sont très criantes, qu'on va aller sécuriser avec des opérations manuelles, mais qui ne seront pas refaites cette année, qui vont aller à plus tard, une séquence ultérieure. Mais les ornières ont suivi ça de près à cause notamment des enjeux de sécurité, mais aussi c'est beaucoup plus compliqué à entretenir au niveau du déneigement parce qu'on n'est jamais capable de nettoyer le fond de l'ornière. Par contre, Terril, qui est une forte pente, bien évidemment, le drainage se fait bien, donc c'est moins compliqué que dans une intersection ou une rue qui est plus blanche. Mais c'est pour ça que je vous dis que ça se peut qu'on intervienne, mais à date, c'est pas fait. OK. Sur Chicoine, je vois que vous allez faire du rapiessage. Oui. Il y a une partie de la rue Chicoine, là, il y a une problématique. Je ne sais pas, là, puis je pense que la Ville a déjà essayé de la régler. C'est un petit peu après le coin des morts, quand on parle de Péril, il y a un mort. C'est par contre du côté du parc Victoria, là, mais il y a des gros trous qui se forment à l'année longue, puis l'hiver, ça vient énormément glacer. Les piétons, tu es obligé de marcher dans le milieu de la rue. C'est pas une image, c'est vraiment parce que tout le long de la bordure, là, ça fait des immenses ronds de glace l'hiver. Je ne sais pas si tant qu'à faire des rapiessages, il y aurait quelque chose à faire ou si ça va attendre quand le jour où la rue sera reconstruite. En tout cas, peut-être juste vous le rappeler, puis peut-être dans le rapiessage en tenir compte. L'autre chose, je pensais que du Concorde, il y aurait un petit de rapiessage qui serait fait. On avait eu un échange de courriel, puis là, c'est pas dans la liste. Je vais le valider, là, ça me dit rien. Parce qu'il y a un autobus qui passe, il n'y a pas de trottoir, puis c'est très, très magasin, puis c'est pas une super longue distance, mais le bout, c'est très magasin. Peut-être vérifier, là, il y avait eu des échanges de courriel avec ça. Est-ce que c'est peut-être pas avec le SIAPM? Avec l'autre service? C'est Mme Boucher. Oui, oui. Oui. Oui, en tout cas, fait que peut-être oui, de reprendre en note. Parfait.
Puis Assomption, j'imagine, celle-là, c'est soit le mois prochain ou bien elle a été repoussée d'une année pour le resurfaçage. En fait, Assomption, on va profiter du fait que c'est barré pour aller faire la portion qui, évidemment, n'aura pas d'achalandage vu la rue barrée sur Bowen. Fait que quand évidemment, on va s'arrimer avec l'entrepreneur, mais quand ils vont arriver dans une séquence qui ne l'endommageront pas par leur sortie de camion ou autre opération, bien, on va venir profiter du fait que c'est barré pour pouvoir aller intervenir dans ce coin-là. Assomption? Pourquoi vous dites Bowen? Gaude, pardon. Gaude, OK. D'accord. OK, fait qu'il va y avoir des interventions sur Assomption cet été. OK, je pense que les citoyens vont être contents parce que ça fait longtemps qu'ils attendent. OK, bien, merci beaucoup. C'est bon, merci. Ben, tu sais, moi aussi, j'étais vraiment contente de voir apparaître la rue des Marguerites qui est apparue dans notre palmarès CA Québec des Pérus en Estrie. Je pense qu'au top 3 quand même. J'étais surprise. Puis là, c'est ça. J'avais beaucoup. Elle s'est vraiment détériorée vite là, dans la dernière année. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qui a causé ça. Mais j'ai reçu énormément d'appels et de plaintes de citoyens. Puis quand je leur ai demandé de faire une requête, ils m'ont dit que la personne qui a pris le suivi a fermé la requête puis, parce qu'il n'y avait pas de budget là-dedans. Puis je ne comprenais pas trop comment la séquence s'est faite. Puis de là, de voir réapparaître dans le dossier, j'étais heureuse, là, mais je ne comprenais pas qu'est-ce qui a pu produire cette magie, en tout cas. Parce que c'est ça, les citoyens qui ont fait des requêtes, ils ont eu des retours négatifs. Donc, tant mieux. Pour la 13e avenue, coin Café-Saison, c'est quelque chose que j'arrive jamais à comprendre. Là. Vous m'aviez expliqué les autres années comment est-ce que les trous, puis là, on remplit, puis ça rebouge tout le temps. Là. C'est phénoménal comment est-ce que Ouais. Ça ne dure pas longtemps, les petits patchages de. Non, effectivement, mais c'est sûr que le pavage qu'on utilise pour remplir ces trous-là puis faire ce type d'opération-là n'a aucune capacité structurelle réelle, en fait. C'est pour ça que c'est très malléable puis que ça se met un peu partout en faible quantité. Puis c'est pour ça que ça coûte un petit peu moins cher faire ce genre d'opération-là. Mais évidemment, ce type d'opération-là, surtout quand on le fait au printemps, on le fait aussi à l'année longue, donc on en fait à période hivernale. C'est vraiment pas les conditions idéales pour faire ça. Notre but étant de sécuriser, même si ça ne fait pas un ouvrage parfait, bien, au moins si ça enlève les risques de blessures ou d'incidents, ben nous, on accomplit notre travail. Mais effectivement, c'est beaucoup plus facile de venir faire un planage ou une excavation que de faire une intervention manuelle qui dure peu longtemps. C'est pour ça qu'on change aussi les grades de bitume, les épaisseurs aussi, les types de mélange. C'est vraiment tout ça qu'on adresse quand on vient gérer ce genre de travaux un petit peu plus costauds. C'est pour ça aussi qu'on se limite à l'intersection, évidemment, parce que sinon, ça coûterait énormément cher et on n'a pas les fonds actuellement pour faire ça. Donc, on se concentre aux zones les plus critiques et qui sont les plus détériorées. Évidemment, tout ce qui est trafic lourd, lent, donc les arrêts d'autobus, les places qui ont de la congestion, les côtes, on a aussi beaucoup de présence de pneus à clous sur notre réseau, évidemment. Donc, c'est pour ça que dans les côtes qui montent, l'adhérence des véhicules fait en sorte que dans les voies de roulement, ça se magane plus vite. Puis, avec il y a toutes les conditions. Là. Oui, puis avec le type d'hiver qu'on a, avec beaucoup d'eau qui s'infiltre, le gel dégèle, évidemment, c'est une accélération de détérioration très rapide. C'est pour ça qu'il y a des rues qui, jusqu'à 2-3 ans, étaient relativement potables, sont excessivement détériorées dans les dernières années. Et aussi en diminuant notre pouvoir d'intervention dans les rues locales, mais évidemment, les rues locales sont plutôt détériorées, en fait. Okay. Puis le rapierçage, vous avez dit une durabilité d'à peu près 3 ans? 3 à 5 ans, dans le meilleur des cas. On essaie de viser 5, mais on se satisfait de 3, disons ça comme ça. Là. Mais c'est vraiment à court terme. En fait, c'est pour se rendre passer de la planification triennale faite par le CEPM en espérant que ces rues-là soient adressées dans les prochaines phases. Mais évidemment, on essaie de faire le plus avec ce qu'on a. Parce que c'est ça, quand on prend les cas, exemple, paysans qui vont être refaits cette année, des blés aussi, ça va être rapiécé, mais c'est des marguerites, les violettes, c'est toutes des rues qui n'ont jamais été refaites, là, puis qui ont 40-50 ans de vie. Là, donc, on peut s'attendre à ce que dans la prochaine saison, on ait des surprises désagréables encore une fois. Là, fait que c'est ça que oui, 3 à 5 ans.
Puis en fait, si je peux me permettre, dans un souci d'entretien, on essaie d'adresser l'entretien des rues avant qu'elles soient complètement détériorées. En fait, là, c'est quand ils commencent à se détériorer qu'on veut aller intervenir. Mais malheureusement, on n'est pas équipé pour gérer comme ça actuellement. Donc, c'est ça qui crée en fait le retard, qui explique partiellement, disons, le retard qu'on a sur les infrastructures actuelles. Parfait. Merci. Pas d'autres commentaires, questions. On se fait le tour. Merci pour la présentation. Merci. Et pour tout le travail qui sera fait sur le terrain dans la prochaine saison. Alors, pour nous, c'est ce qui clôt notre comité plénier public. Il n'y a pas d'autres points. Alors, on va se donner un petit 5 minutes de pause et puis on va revenir pour de 17h, 2 cours. 2 cours, oui. Excellent. Merci.